Je m'appelle Claire. J'ai 36 ans et je travaille comme comptable dans une entreprise d'aliments biologiques au Minnesota. Je vis seul dans un confortable appartement de 2 chambres. Juste assez d'espace pour moi et les pensées que je n'ai jamais osé exprimer à voix haute. Cette année, j'ai commencé à planifier Noël dès début octobre. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas obsédé par les bougies parfumées, les rubans brillants ou les playlists de vacances. Je voulais juste que tout soit parfait pour ma mère, mon jeune frère Eric, sa femme Danielle et leurs jumeaux, Ava et Mason. J'ai même acheté un petit cadeau pour leur chien, un pull rouge avec les mots « le préféré du Père Noël ». La vérité est que je n'ai jamais oublié un seul cadeau au cours des 10 dernières années. Du jouet qu'Ava a mentionné avec désinvolture en juin au livre scientifique que Mason désirait tant lorsqu'il l'a repéré à la librairie. Tout était dans mon téléphone. Notes écrites ligne par ligne, obsessionnellement détaillées. Dès la première semaine de décembre, tout était prêt. J'ai emballé chaque cadeau dans du papier imprimé bonhomme de neige, noué des rubans dorés pour Ava et des rubans bleus pour Mason. J'ai même joint de petites cartes manuscrites. J'ai même préparé quelques articles supplémentaires au cas où la famille d'Eric inviterait quelqu'un à l'improviste, des biscuits faits à la main, une bouteille de parfum parfumé à la lavande et quelques jouets non étiquetés. J'avais placé tellement d'espoir dans ce Noël, comme si c'était ma dernière chance de croire en l'espoir. J'ai imaginé la soirée du 24 décembre. Toute la famille s'est réunie dans le salon de mes parents, des lumières scintillantes sur un arbre de 7 pieds, Ava et Mason riant en déchirant le papier d'emballage, ma mère déchirant le foulard en soie que j'avais soigneusement choisi dans un petit magasin du centre-ville, et Eric me regardant et hochant la tête. Juste un signe de tête pour me faire savoir qu'il a compris. Mais j'avais tort. C'était faux de penser que je pourrais continuer à jouer la sœur aînée tranquille, la fille réfléchie, la femme agréable qui souriait toujours même quand j'avais envie de crier intérieurement. Je fais également partie de cette famille. Je ne suis pas invisible. J'avais tout préparé, mais rien n'aurait pu me préparer à ce moment dont je me souviendrai plus tard comme d'une gifle à ma dignité. Ce Noël, je n'étais pas le bienvenu. Et tout a commencé par un bref message de ma mère à 7h18 le 23 décembre, « Claire, cette année, la famille d'Eric veut célébrer en privé. S'il te plaît, ne viens pas désolé pour le retard. Avis tardif. » J'ai lu ce message encore et encore jusqu'à ce que la lumière de l'écran me brûle les yeux. Je pensais que c'était une blague. Je me suis même moqué, j'ai posé mon téléphone en me disant que maman devait être fatiguée ou bouleversée à cause de quelque chose. Mais ensuite j'ai appelé. Elle n'a pas répondu 3 fois. Puis Eric a envoyé un texto froid et direct, « Tu n'as pas besoin de venir. Il n'y a pas de place ici pour quelqu'un qui ne connaît pas son rôle. » Mon rôle. J'étais figé, regardant la pile de cadeaux parfaitement disposés sous mon sapin. Chaque boîte, chaque ruban soigneusement choisi, ressemble désormais à la preuve de quelque chose de cruel. J'avais donné mon cœur à un endroit qui n'avait jamais eu de place pour lui. Les cadeaux sont toujours dans mon coffre. Je ne sais pas encore si je dois les rapporter au magasin ou en faire don. Mais une chose que je sais, cette période des fêtes n'est plus synonyme de réunion de famille. Il s'agit de réaliser que je me suis accroché à un cercle qui s'est tranquillement refermé sans moi. J'ai passé près d'1 heure à me demander si je devais conduire jusqu'à la maison de mes parents à Bloomington. Le texto de ma mère me disait clairement de ne pas venir, mais je voulais quand même y croire. Peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu. Que lorsqu'il me verrait les cadeaux, verrait le sourire que j'avais conservé pendant tous ces mois, les choses changeraient. En chemin, j'ai allumé la radio pour étouffer la tempête dans ma tête. Dehors, la neige commença à tomber. De doux flocons recouvrent silencieusement le pare-brise comme un doux rappel que l'hiver est véritablement arrivé. Et cela n'a pas apporté la chaleur que j'espérais autrefois. Quand je suis arrivé devant la maison gris clair de mes parents, tout semblait pareil aux années passées. Des lumières de Noël bordent le toit, un grand arbre brille à la fenêtre. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Pas de rire, pas d'Ava ou de Mason qui courent pour me saluer. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert le coffre, j'ai soulevé les sacs cadeaux et je me suis dirigé vers la porte. Ma main tremblait, peut-être à cause du froid, peut-être à cause de quelque chose de plus profond. J'ai sonné à la porte 1 fois, 2 fois. La porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là, vêtue d'un pull rouge foncé, avec une expression différente de toutes celles que j'avais vues auparavant. « Claire, dit-elle doucement. Je t'avais dit de ne pas venir cette année. » Je me suis figé. « Maman, j'ai tout apporté. Je voulais juste. »
La voix d'Éric retentit derrière elle. Dis-le simplement, maman. Elle n'est pas la bienvenue. Nous n'avons pas besoin d'échecs ici. Je suis resté immobile. Ses yeux rencontrèrent les miens. Et ce n'étaient pas les yeux du frère qui, un jour, a pleuré et m'a supplié de couvrir ses frais de scolarité de première année. Maintenant, ils étaient suffisants et dédaigneux. Je me forçais à sourire. Un échec, tout simplement parce que je n'ai pas envoyé d'argent ces 3 derniers mois. Éric croisa les bras derrière maman. 3 mois, Claire. Tu ne nous as pas du tout aidés cette année. Les enfants n'avaient même pas de vêtements neufs pour l'école. Et toi, tu as acheté une nouvelle voiture, tu es parti en voyage, tu vis comme une reine. Cette voiture bénéficie d'un plan de paiement. Et j'ai voyagé avec mes économies. Quant aux enfants, ce sont vos enfants, Éric, pas les miens. J'ai essayé de garder ma voix calme, mais ma gorge s'est serrée. Maman n'a rien dit. Elle a juste regardé le seuil de la porte. Je me tournai vers elle, espérant une lueur de compassion, un signe que je n'avais pas été complètement rejeté. Je suis venu ici avec des cadeaux pour tout le monde. Tout ce que je voulais, c'était une soirée chaleureuse comme chaque année. Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal? Éric se moqua. Tu veux savoir ce que tu as fait de mal? Tu es le seul dans cette famille à avoir un revenu stable, tu te comportes comme si personne d'autre ne comptait. Arrête de faire semblant. Tu aimes juste être altruiste. Eh bien, pas cette année. C'est fini. Je me mordis la lèvre, serrant si fort les poignets du sac à dos que ça me faisait mal. J'ai soudain eu l'impression d'être jugé sans le droit de parler. Très bien, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Si c'est ce que tu penses, je ne te dérangerai plus. Je me suis détourné, mais alors que je descendais le premier escalier du porche, Éric a ajouté, avec un sarcasme ricanant, « Joyeux Noël, Claire. N'oublie pas tes cadeaux. Personne n'en veut. » Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne leur laisserai pas voir mes yeux débordants. Je ne les laisserai pas voir mes mains serrées. Je suis retourné rapidement à ma voiture, j'ai ouvert la portière, j'ai posé les sacs sur le siège passager et je me suis enfoncé dans le siège conducteur. Mon cœur battait à tout rompre, non pas à cause du froid, mais à cause de la réalité à laquelle je n'aurais jamais cru devoir faire face. Étant exclu de la maison dans laquelle j'ai grandi. Je n'ai pas démarré le moteur. La lumière de la cour brillait toujours, projetant de longues ombres sur la neige qui s'épaississait. Tout ce que j'entendais, c'étaient les battements de mon cœur et le vent sifflant à travers les joints des fenêtres. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Je n'avais plus de larmes à perdre sur un rejet aussi définitif. J'ai posé mes mains sur le volant et j'ai murmuré, juste une chose. C'est ainsi que commence mon Noël. Autrefois, je croyais qu'aider la famille était une évidence, en particulier pour Éric, mon jeune frère de 4 ans, celui que j'avais l'habitude de bercer et de réconforter après que les intimidateurs de l'école l'aient laissé en larmes. Mais assis dans ma voiture, les phares braqués sur la maison qui venait de fermer sa porte au nez, j'ai soudain compris. Peut-être que je n'aidais pas. Peut-être que j'étais utilisé. Et c'est moi qui ai laissé ça durer trop longtemps. Je me souvenais de toutes les fois où Éric m'appelait au milieu de la nuit, me disant qu'Ava avait un besoin urgent d'argent pour le camp d'été ou que Mason n'avait pas de manteau d'hiver approprié. J'ai transféré l'argent immédiatement, sans poser de questions. Je me suis dit que je l'avais fait par amour pour les enfants, pas par obligation, pas par culpabilité. Mais maintenant, après qu'il m'ait lancé le mot « échec », je l'ai clairement vu. À leurs yeux, je n'étais plus la sœur qui aimait inconditionnellement sa famille. J'étais juste un portefeuille ambulant. J'avais payé plus de 3 000 $ en frais de scolarité pour Ava au cours de ces 2 premières années. Une fois, j'ai couvert leur service public alors qu'ils avaient 3 mois de retard sur le loyer. Et le versement hypothécaire de 12,50 $ l'année dernière, celui que j'ai dû emprunter sur mon épargne retraite pour empêcher la banque de saisir. Personne n'en a plus jamais parlé. Non merci. Aucun suivi. Je croyais que si je donnais assez, ils comprendraient. Je l'ai fait par amour. Mais plus je donnais, plus cela me paraissait une obligation à leurs yeux. Puis, un message est apparu sur mon téléphone. Daniel, la femme d'Éric, Claire, je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont Éric t'a traité. Je n'ai tout simplement pas eu le courage de parler aujourd'hui. J'ai regardé le texte. Daniel n'avait jamais été particulièrement proche de moi, mais elle était toujours gentille et douce.
Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, je lui ai offert un journal en cuir avec son nom gravé dessus, sachant qu'elle adorait écrire. Et maintenant, elle était la seule à s'excuser. Même si ce n'est pas elle qui a causé tout ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone sur le siège passager et j'ai fait demi-tour. J'avais besoin de rentrer chez moi pour réfléchir. Sur le chemin du retour, je pensais à chaque année où je portais tranquillement le poids pour Eric. Une petite dépense à la fois, puis des dépenses plus importantes jusqu'à ce que les chiffres ne soient plus dénombrables. Je me souvenais clairement de la fois où Eric m'avait appelé, sa voix tremblante de peur après avoir perdu son emploi. Je leur ai immédiatement envoyé $1 200 et je lui ai dit, c'est bon. Remettez-vous sur pied. Je vais m'occuper des enfants pendant un moment. Cette phrase s'est avérée être le début d'une relation déséquilibrée. Je suis rentré à mon appartement vers 22 heures. Le calme rendait tout le chaos antérieur lointain. J'ai allumé la lumière, posé les sacs cadeaux sur la table à manger et me suis laissé tomber sur une chaise comme quelqu'un revenant d'une guerre tacite. J'ai ouvert mon ordinateur portable et sorti mon tracker de finances personnelles, une habitude que je n'avais jamais rompue. Je n'ai jamais oublié de consigner une dépense, même $10 pour un petit jouet. J'ai fait défiler jusqu'aux notes, j'ai aidé Eric. Les frais de scolarité d'Ava. J'ai aidé Eric avec les paiements par carte. J'ai aidé Eric avec les réparations de voitures pour que Daniel puisse se rendre au travail. Total, plus de $32 000 au cours des 5 dernières années. Je me suis assis en silence. Je n'avais jamais rien demandé en retour, jamais calculé d'intérêt. Je pensais que c'était ce qu'une grande sœur devrait faire. Mais maintenant, après n'avoir reçu que mépris et froideur, j'ai enfin compris. L'amour familial ne peut pas être unilatéral. Il s'était tellement habitué à ce que je porte ce fardeau qu'il pensait que je le ferais toujours. Quand je me suis arrêté, je suis soudainement devenu l'échec. J'ai fermé l'ordinateur portable, rouvert le message de Daniel et tapé une courte réponse, « Merci de m'avoir contacté. Je ne suis pas en colère, mais à partir de maintenant, tout sera différent. Soyez différents. » Je ne savais pas ce qui m'attendait ensuite, mais une chose était claire, je ne laisserai plus jamais personne considérer ma gentillesse comme un devoir. J'ai passé toute la veille de Noël en silence. Pas d'enfant qui rit, pas de tasse de chocolat chaud, pas d'écharpe tricotée de ma mère comme elle le confectionnait chaque année par vieille habitude. Juste moi, un sapin auto-décoré dans le coin du salon et le sac cadeau toujours posé sur la table, intact et non ouvert. Je n'ai pas pleuré. Peut-être parce que ma dernière larme était déjà tombée dans la voiture juste devant leur maison. Ce moment où Eric m'a regardé avec tant de mépris et m'a traité d'échec. Ce fut une gifle invisible qui me réveilla du rêve auquel je m'étais accroché depuis trop longtemps. 3 jours se sont écoulés. Mon téléphone est resté complètement silencieux. Aucun message de maman. Aucun enregistrement de papa. Aucune explication de la part d'Eric. Même Daniel a disparu après ses brèves excuses. Comme si au moment où j'avais cessé d'être le sauveur, j'avais été effacé sans effort de la photo de famille. D'une manière qui m'a donné des frissons dans le dos. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas essayé de faire la paix. Je n'ai pas envoyé un autre $1 sur le compte d'Eric comme je le faisais habituellement. Pour la première fois depuis des années, j'ai choisi de m'éloigner complètement. Quelqu'un m'a dit un jour, la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, ce sont les gens qui ne vous font pas supplier d'être vus. À l'époque, j'ai hoché la tête et je l'ai écartée. Maintenant, je sens cette phrase gravée dans chaque respiration que je prends. J'ai passé le reste des vacances à faire de petites choses, nettoyer ma bibliothèque, me préparer mes repas au lieu de réchauffer des conserves parce que j'étais trop occupé à m'occuper des autres. J'ai écrit quelques lignes dans un journal, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Dans ces gribouillages désordonnés, j'ai finalement admis que j'étais fatigué. Fatigué d'être toujours fort, d'envoyer toujours de l'argent à temps, de toujours réprimer mes émotions pour mettre les autres à l'aise. Fatigué d'assumer des responsabilités, personne ne me l'a demandé, pour ensuite être considéré comme inutile lorsque j'ai arrêté. Je ne m'attends pas à ce qu'ils comprennent. Je n'ai pas besoin qu'ils reviennent et s'excusent. Je veux juste que ce silence continue. Au début, cela piquait, mais maintenant, c'est comme une fine couche de givre sur chaque blessure. Froid mais libérateur. Le soir du Nouvel An, lorsque l'horloge a sonné minuit, j'ai allumé mon téléphone une dernière fois. Toujours pas de message. Je l'ai mis de côté, me suis servi un verre de vin blanc et l'ai levé. Bonne année, Claire.
Tu as réussi. Le jour du Nouvel An, j'ai commencé à ranger les décorations de Noël. En retirant l'arbre du coin du salon, j'ai remarqué le plus petit coffret cadeau que j'avais préparé. Celui d'Eric. Un portefeuille en cuir véritable gravé à son nom. À Eric, toujours à tes côtés. J'ai laissé échapper un rire doux, un rire à la fois triste et libérateur. J'ai ramassé le portefeuille, je l'ai regardé une dernière fois, puis je l'ai délicatement placé dans le bac à dons avec les autres cadeaux. Si cela ne sert pas de symbole d'amour familial, cela pourrait peut-être donner à un étranger le sentiment d'être pris en charge. 3 semaines plus tard, après la fin des vacances et mon retour au travail, je n'avais toujours pas reçu un seul message. Mais ça ne faisait plus mal comme avant. J'ai commencé à passer plus de temps sur moi-même. Je me suis inscrit à un cours de yoga le matin. J'ai acheté un ukulélé même si je n'avais jamais joué d'un instrument de ma vie. J'ai même appelé mon ancien colocataire d'université. Celui à qui je répétais, nous devons vraiment rattraper notre retard bientôt. 2 depuis près de 4 ans. Chaque petit pas me donnait l'impression de rassembler des morceaux de moi-même. Les pièces que ma famille m'a fait croire n'avaient pas d'importance. C'est étrange. Ce n'est que lorsque j'ai cessé d'être un partisan, un sacrificateur, que j'ai commencé à apprendre à être vraiment moi-même. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Un soir de début février, alors que je feuilletais mes bilans financiers de début d'année, mon téléphone a sonné. Un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit de le récupérer. Une voix d'homme se fit entendre, calme mais peu familière. Bonjour, je m'appelle Thomas Reed, avocat. Je représente un client impliqué dans des questions financières vous concernant et votre famille. Je me redressai. Un avocat, des questions financières, qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai essayé de rester calme. Je ne peux pas partager grand-chose au téléphone, mais Miss Claire, je pense que vous devriez savoir que quelque chose de grave se passe. Et à ce moment-là, j'ai su que ce silence n'était pas la fin. Je n'avais jamais rencontré d'avocat auparavant. Pourtant, à présent, j'étais assis devant le bureau d'un homme nommé Thomas Reed, les paumes humides de sueur. L'après-midi suivant cet appel, je suis entré dans une petite pièce soignée éclairée par un éclairage tamisé, une peinture abstraite moderne accrochée derrière le bureau. L'homme, la quarantaine, bien habillé, m'a serré la main avec l'air calme de quelqu'un habitué aux vérités inconfortables. Merci d'être venu, Claire. Je sais que c'est sorti de nulle part. Je m'assis, essayant de garder ma voix ferme. Vous avez dit que cela avait à voir avec des questions financières entre moi et ma famille. Quoi exactement? Thomas ouvrit un dossier en papier cartonné et le fit glisser doucement vers moi. Un de vos proches m'a demandé de revoir l'aide financière que vous avez apportée à votre jeune frère Eric. J'ai froncé les sourcils. Tu veux dire Daniel? Il hocha la tête. Oui. Elle a découvert des informations qui ont suscité des inquiétudes. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des captures d'écran de messages et un résumé de l'argent que j'avais envoyé à Eric au cours des 5 dernières années. Certains dont je me souvenais bien, les frais de camp d'été, l'aide hypothécaire, les médicaments contre les allergies pour Ava. Mais il y en avait d'autres dont je n'avais jamais entendu parler. Une entrée indiquait, transfert de $5000 de Claire, suivi d'une transaction vers un site web de paris sportifs. J'ai levé les yeux, le cœur battant. Tu es en train de me dire qu'Eric a utilisé l'argent que je lui ai donné pour jouer? Thomas n'a pas hésité. Pas qu'une seule fois. Daniel a découvert un compte caché qu'Eric a créé sans le lui dire. Elle le surveille discrètement et pense maintenant qu'il a utilisé une partie importante de l'argent de la pension alimentaire, y compris le vôtre, pour des dépenses personnelles introuvables. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Elle ne cherche pas à intenter une action en justice, a-t-il poursuivi. Du moins pas encore. Mais elle a estimé que vous méritiez de le savoir pour ne pas être aveuglé par de futures demandes. Et si Eric continue, elle pourrait utiliser cette preuve pour se protéger et protéger les enfants. J'ai fermé le dossier, ma poitrine à la fois creuse et brûlante. Dans ma tête, les paroles d'Eric à la porte résonnaient. Vous ne nous avez pas aidés du tout cette année. Pendant ce temps, il pariait sur des matchs de fin de soirée avec cet argent. Au moment où j'ai quitté le cabinet d'avocat, le soleil était déjà bas. La neige fondue formait des flaques gelées sur le trottoir. J'ai sorti mon téléphone de ma poche en pensant appeler Daniel, mais j'ai vu un message non lu de sa part, envoyé la veille, Claire,
je sais que tu as dit que tu ne reviendrais pas, mais je dois dire ceci, je suis désolé d'être resté silencieux si longtemps. Ce qu'Eric a fait était mal, et je le vois maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Je restais immobile sur le trottoir, la gorge serrée. Des excuses courtes et tardives, mais pas dénuées de sens. Danielle, qui évitait de me regarder dans les yeux à chaque réunion de vacances, était désormais la seule à reconnaître la vérité. J'ai tapé quelques mots, je les ai supprimés, puis j'ai tapé à nouveau. Au final, je n'ai envoyé qu'une seule ligne, merci d'avoir été courageux, mais cette fois je n'oublierai pas. Ce n'était pas un reproche, juste la vérité. Quand quelqu'un reste silencieux pendant que vous êtes poussé dans un trou, même s'il tend la main plus tard, vous ne pouvez pas en sortir comme si vous n'étiez jamais tombé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les chiffres du dossier se reproduisaient dans mon esprit, chaque transaction, chaque reçu de trahison. J'ai pensé à tous les cadeaux que j'avais soigneusement choisis pour Eric, aux notes d'anniversaire que j'avais écrites à la main, aux innombrables fois où j'avais mis de côté mes propres besoins pour l'aider à rester à flot. Et maintenant, c'est moi qui étais qualifié d'égoïste. Mais cette fois, je n'y retournerai pas. Pas plus. Seulement, je savais qu'Eric ne s'arrêterait pas là. Et je savais que s'il réalisait que je n'étais plus sous son contrôle, il essaierait de le reprendre, quel qu'en soit le prix. Et j'avais raison. Parce que 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Cette fois, pas un avocat. C'était Eric. Et sa voix n'était plus pleine de mépris. C'était la panique. J'étais en train de préparer le dîner, ma gâterie habituelle du samedi soir des pâtes crémeuses aux champignons lorsqu'un coup fort a secoué ma porte. Pas le genre poli d'un voisin, pas le doux bruit sourd d'une livraison. C'était urgent, précis, exigeant. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. Comme je m'y attendais, Eric se tenait là, les yeux injectés de sang, un épais manteau d'hiver glissant sur une épaule, l'odeur de la fumée de cigarette et de la neige froide s'accrochant à lui. « Claire, nous devons parler. » J'ai croisé les bras. « Tu es là maintenant ? Tu ne répondais pas à ton téléphone. » Je devais venir. J'ai bloqué l'entrée. Si vous êtes ici pour me blâmer, commencer une scène ou demander plus d'argent, ne vous embêtez pas. Je n'ai plus rien pour vous. Il se figea une seconde, puis ses yeux devinrent froids. Tu es vraiment en train de m'interrompre après tout ? Je laisse échapper un rire sec. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, et j'aurais dû le faire il y a longtemps. Il s'avança. Claire, tu ne comprends pas. Nous avons des ennuis. Daniel veut se séparer. Les enfants ont besoin de nouveaux vêtements. Les frais de scolarité sont dus. Tout s'effondre. J'ai besoin de toi. Je l'ai regardé dans les yeux. Non, tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de mon portefeuille. Et j'ai fini de jouer à ce jeu. Tu ne peux pas faire ça. Tu es la personne la plus responsable de la famille. J'ai haussé un sourcil. Responsable ? Vous pensez que j'existe pour nettoyer vos dégâts ? Je ne suis pas venu dans ce monde pour réparer votre vie. J'ai travaillé trop dur pour un petit morceau, et je n'abandonnerai pas encore. Et maman et papa ? Tu vas les quitter aussi ? La colère monta dans ma poitrine. Ils t'ont choisi. Ils sont restés là pendant que tu m'humiliais. Ils ont tourné le dos quand je me suis présenté à leur porte avec des cadeaux. S'ils avaient eu besoin de moi, ils auraient appelé. Mais ils ne l'ont pas fait. Pas une seule fois. Eric resta silencieux. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était un calcul. Je pouvais le voir dans ses yeux. Vous savez, dit-il d'une voix plus basse, Daniel est en train de tout fouiller. Elle fait appel à un avocat pour découvrir chaque récit. Et vous ? Il fit une pause et je pus sentir le changement. Vous avez été impliqué dans beaucoup de choses. Si elle poursuit. Arrête. Ai-je crié, ma voix aiguë comme de la glace. Si vous suggérez que je serais entraîné dans cette affaire pour vous avoir aidé au fil des années, laissez-moi être clair, j'ai transféré de l'argent en pensant que c'était pour votre famille. Je ne savais pas que vous jouiez avec ou que vous le cachiez dans des comptes secrets. Son visage changea étrangement. Pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Peut-être a-t-il réalisé que je n'étais plus la sœur crédule, celle qui sortait son portefeuille à chaque excuse. Je reculai, tenant toujours la porte. Je ne serai pas entraîné dans le désordre que vous avez créé. Vous avez un avocat ? Bien.
Moi aussi. Et si cela se termine au tribunal, je dirai toute la vérité. Il serra la mâchoire. Tu veux vraiment aller aussi loin? J'ai hoché la tête, sans broncher. Si c'est ce qu'il faut pour mettre fin à cela, oui. Il est temps que vous appreniez à vous débrouiller seul au lieu de vivre de la gentillesse des autres. Il resta là encore une seconde, puis se tourna et s'éloigna sans un mot. Je fermai la porte tandis que ses pas s'éloignaient. Appuyé contre elle, je sentais mes mains trembler encore, non pas de peur, mais de libération. C'était la première fois que je disais ce que je pensais vraiment. Pas d'enrobage de sucre, pas d'auto-accusation, pas d'atterrissage en douceur. Je suis retourné à la cuisine. La sauce à la crème aux champignons mijotait encore. J'ai baissé le feu, préparé mon dîner, saupoudré de fromage râpé dessus et me suis assis à table. Un simple repas dans une petite cuisine, mais le début d'une vie libérée des fausses dettes familiales. 2 jours après la confrontation avec Eric, je pensais que les choses s'étaient enfin calmées. Plus de coups à ma porte, plus d'appels menaçants, plus de SMS culpabilisants. La ville entière semblait plongée dans le silence amer de février alors que la neige s'épaississait sur les toits et que le vent glacial hurlait à travers les fenêtres. Je venais de terminer une réunion Zoom lorsque mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, un indicatif régional que je n'ai pas reconnu. Normalement, je le laissais aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Bonjour? J'ai répondu. C'est Claire. Une voix masculine basse et professionnelle répondit, bonjour, Claire. Ici Mark Dawson. Je suis un avocat représentant un client ayant des liens avec votre famille. Avez-vous un moment pour parler? Je me suis redressé. Un avocat? Que se passe-t-il? Je suis désolé de vous avoir pris au dépourvu, dit-il, ferme et calme. Je ne peux pas discuter de grand-chose au téléphone, mais on m'a demandé d'examiner les transactions financières entre vous et un parent, en particulier votre frère, Eric Spencer. Si vous le souhaitez, j'aimerais vous rencontrer en personne pour vous expliquer davantage. Un flot de possibilités traversait mon esprit comme une avance rapide. Eric me poursuivait-il en justice? La famille essayait-elle de récupérer de l'argent, ou pire, essayait-elle de me faire accuser d'une sorte de gâchis juridique? J'ai accepté cette rencontre, même si les soupçons pesaient lourdement sur moi. Nous l'avons programmé pour le lendemain matin dans un petit cabinet d'avocats à environ 30 minutes de route de chez moi. Le bureau de Mark Dawson se trouvait à l'intérieur d'un bâtiment pittoresque en briques rouges, si silencieux que j'entendais le claquement de mes talons dans le couloir. Il s'est levé pour me saluer, grand, poli, le genre d'homme qui passait clairement la majeure partie de sa journée à examiner des dossiers. Après quelques plaisanteries, il ouvrit un épais dossier et le fit glisser vers moi. J'ai été autorisé par l'épouse d'Eric, Danielle Spencer, a-t-il déclaré. Elle a découvert des activités financières douteuses et pense que vous méritez de connaître la vérité. Je ne pouvais pas cacher mon choc. Danielle? Marc hocha la tête. Elle ne veut pas aggraver les choses, du moins pas encore, mais étant donné le montant d'argent impliqué de votre côté, elle a pensé qu'il valait mieux être franc avec vous. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de transactions bancaires. Virement de mon compte vers celui d'Eric, suivi de retrait vers un autre compte intitulé ES Investment. Ce n'était pas un compte familial. Cela n'avait rien à voir avec les enfants, comme je l'avais toujours supposé. Danielle a découvert le compte secondaire il y a quelques semaines, a expliqué Marc. Elle est devenue méfiante et a commencé à le suivre. Elle a découvert qu'Eric avait investi de l'argent dans des plateformes de paris en ligne, l'avait dépensé dans des restaurants haut de gamme et avait même réservé des chambres d'hôtel tout en disant à sa femme qu'il allait rencontrer des clients. Je restais assis, figé. Un frisson me parcourut le dos malgré la chaleur de la pièce. Je ne savais rien de tout ça, murmurai-je. Danielle ne pense pas que tu l'aies fait, dit Marc en adoucissant son ton. Elle a dit que si tu l'avais su, tu n'aurais jamais continué à aider. J'ai parcouru les déclarations. Les dates correspondaient aux fois où Eric m'avait appelé en pleurant, disant que ma sonne avait besoin de frais de scolarité, que la voiture était en panne et que les heures de travail de Danielle étaient réduites. J'avais cru chaque mot. Et il avait menti à chaque fois. Danielle envisage une séparation, a déclaré Marc. Elle veut s'assurer que l'argent que vous lui avez envoyé ne la désavantagera pas, elle et ses enfants, lors d'un partage des biens si le divorce devient inévitable. J'ai lentement hoché la tête. Est-ce qu'elle veut que je fasse quelque chose? Pas pour le moment, répondit Marc.
Elle veut juste que vous en soyez conscient. Et si Eric essaie à nouveau de vous faire pression, vous avez le droit de vous protéger légalement. Toutes les preuves ici sont légitimes et peuvent être utilisées si les choses empirent. Je ne savais pas combien de temps je suis resté assis là, mais alors que je me levais, serrais la main de Marc et le remerciais, une chose était douloureusement claire, ce que j'appelais ma famille avait pourri depuis longtemps. J'étais tout simplement trop occupé à dépenser de l'argent et de la confiance pour le remarquer. Je suis sorti du bureau, le soleil hivernal projetant de longues traînées sur le trottoir glacé. Dans ma main se trouvait un dossier qui n'aurait jamais dû exister. Je l'ai ramené à la maison et je l'ai posé sur la table à manger comme une bombe qui n'avait pas explosé. Pendant des années, j'avais gardé avec amour des cartes d'anniversaire, des factures médicales et même des dessins au crayon d'Ava et Mason. Mais rien ne m'avait jamais autant mis en colère et aussi creux que ces journaux. Je me suis assis et j'ai commencé à feuilleter chaque page comme si j'épluchais une vérité pour laquelle mon cœur n'était pas prêt mais mon esprit exigeait que je lui fasse face. Les relevés bancaires montraient clairement des virements depuis mon compte, $600, $1 250, voire $5 000 parfois. Tous ces moments correspondant où Eric avait appelé d'une voix tremblante, disant que le monde s'effondrait. Et quelques jours plus tard, dans les mêmes déclarations, d'importants retraits d'argent ont été transférés sur un compte secondaire appelé Spencer Holdings, un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai continué à tourner. Un reçu d'un hôtel de luxe à Denver, daté de l'heure exacte où Eric prétendait que Daniel et les enfants étaient malades, me demandant de l'aider avec les médicaments. Il y avait également des frais pour une montre Rolex, payée avec une carte liée à ce compte secondaire. À ce moment-là, je n'étais plus choqué. J'étais engourdi. Tout au fond du dossier se trouvaient des captures d'écran de messages entre Eric et quelqu'un nommé G. Le destinataire n'a pas été nommé, mais le contenu m'a fait mal au ventre. Ne vous inquiétez pas, cette fille est facile à tromper. Parlez simplement des enfants et elle sortira son portefeuille. Elle pense qu'elle est une grande sœur noble. Elle n'est qu'une carte de crédit avec des sentiments. Je me suis figé. Cette fille, c'était moi. Il n'y a pas de mots pour le moment où vous réalisez que vous êtes devenu la punchline de quelqu'un pour qui vous avez tout sacrifié. Eric ne s'était pas contenté de m'utiliser. Il s'est moqué de moi pour ça. J'ai fermé le dossier, mes mains le serrant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ce que je ressentais maintenant n'était ni une blessure ni une déception. C'était une colère profonde et brûlante. Pendant toutes les fois où j'étais resté silencieux. Toutes les fois où je disais, c'est bon, je peux t'aider. Ne jamais rien demander en retour. Pas même un respect élémentaire. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Daniel, merci de m'avoir montré la vérité. Mais tu dois savoir que je ne resterai plus en dehors de ça. Le message a été marqué en rouge en 1 minute. Daniel a appelé immédiatement. Sa voix était tendue. Claire, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. Je m'en doutais, mais je ne savais pas qu'il dirait réellement quelque chose comme ça. Je l'ai gentiment coupé. Daniel, c'était courageux de découvrir que c'était courageux. Mais il ne s'agit plus seulement de vous deux. Il s'agit de moi, de ma dignité. Et je ne laisserai pas qu'on marche à nouveau dessus. Je comprends, murmura-t-elle. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger les enfants, même si cela implique de le quitter. J'ai regardé par la fenêtre. La neige tombait toujours, mais je n'avais plus froid. Une détermination inébranlable avait pris racine. Je ne laisserai pas Eric se piéger dans un réseau de mensonges et entraîner les autres avec lui. J'ai pensé à toutes les personnes qui étaient restées silencieuses, qui m'avaient tourné le dos quand j'avais besoin d'eux, mes parents, les dîners gênants, les câlins forcés de ma mère quand je sortais mon chéquier. Tout était clair maintenant. Ils ne m'ont pas évité parce que je n'étais pas assez bon, mais parce que je ne leur profitais plus. Je ne reculerai pas. Je ne laisserai pas ma gentillesse redevenir la punchline de quelqu'un. Et cette fois, je ne le ferai pas seul. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à dresser un registre détaillé de chaque dollar que j'avais envoyé à Eric. Date, motif, justificatif. Je savais que je ne pourrais pas récupérer cet argent, mais je pouvais récupérer ma voix. Et si besoin était, je mettrais tout en lumière. J'ai regardé le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait la vérité. Douloureux mais nécessaire. Une vérité qui, une fois révélée, ne pourrait plus être enterrée. Je l'ai convaincu que j'étais juste le dernier à arrêter de faire semblant. Ne confondez pas les conséquences avec les ennemis. Vous avez menti.
Vous m'avez utilisé pendant des années. Vous avez menti à Daniel. Vous avez négligé vos enfants. Vous avez canalisé de l'argent dans des endroits que vous pensiez que personne ne remarquerait. Et maintenant que ça explose, vous m'en voulez? Sa voix se brisa comme s'il avait du mal à rester calme. Vous ne comprenez pas, continua-t-il, son ton s'adoucissant. Tout le monde s'attend à ce que je sois le soutien de famille, le père parfait, le bon mari. Vous n'avez jamais connu ce genre de pression. Je l'ai coupé, plus doux. Ne confondez pas responsabilité et égoïsme. Je vous ai aidé plus d'une fois. Je vous ai évité de perdre votre maison, de faire faillite et de laisser vos enfants sans passé. Et qu'ai-je reçu? Un message me traitant de portefeuille parlant? Une insulte à la porte d'entrée? Et maintenant tu es en colère parce que je ne te couvre plus? Silence. Puis son ton changea. Ce rire suffisant et familier que je connaissais trop bien. Celui qu'il a utilisé lorsqu'il est passé devant moi à Noël dernier en disant « Les échecs n'ont pas leur place ici ». Tu penses vraiment que tu t'en tires comme ça? Maman et papa sont toujours à mes côtés. Tu peux inventer des choses, mais tu n'es pas le seul à avoir une voix dans cette famille. J'ai resserré ma prise sur le téléphone, le cœur calme pour la première fois. J'en avais fini d'être manipulé. Ces paroles ne fonctionnaient plus sur moi. La famille ne signifie pas la cécité. Et s'ils vous soutiennent toujours après tout cela, alors je suis plus sûr que jamais que partir était le bon choix. Dis ce que tu veux, Eric, mais ne m'appelle plus jamais, le coupé-jeu d'une voix ferme. C'est fini, Eric. Je ne suis pas ton réparateur. Je ne suis pas ton contact en cas d'urgence lorsque ton monde s'effondre pour être fantôme une fois que tu es à nouveau nourri. Je suis la personne que tu as chassée de tes propres mains. Il n'a rien dit. Je ne te dois rien, ajoutai-je lentement. Et si vous continuez à me déranger, vous aurez plutôt des nouvelles de mon avocat. J'ai raccroché avant qu'il ait pu répondre, ma main tremblant encore légèrement non pas par peur, mais par le poids de la finalité. Il n'y a pas de victoire facile quand il faut rompre avec son propre sang. Mais parfois, plus on tient, plus on se perd. Je suis resté immobile quelques minutes, puis je suis retourné à la cuisine. Le lot de cookies attendait toujours. J'ai ajusté la température du four et disposé soigneusement chaque biscuit sur le plateau comme s'il s'agissait d'un rituel tranquille pour clôturer un chapitre qui avait trop duré. J'étais en train d'organiser des dossiers financiers sur mon ordinateur lorsque mon téléphone a sonné avec un message de Daniel. « Avez-vous un moment pour parler ?» Je l'ai rappelé immédiatement. Sa voix était douce mais plus ferme que je ne l'avais jamais entendue auparavant. « Claire, j'ai pris ma décision, » a déclaré Daniel. Les enfants et moi partons ce week-end. Eric va à une conférence à Cleveland pendant 3 jours. J'aurai le temps de faire mes valises et de bouger sans qu'il interfère. J'ai fait une pause. Tu es sûr? Ce mouvement, ça va tout changer. Je sais, expira-t-elle. Mais le silence ne protège personne. Je suis resté silencieux trop longtemps. Et mes enfants ne méritent pas de grandir dans une maison pleine de tensions, de mensonges et de cris. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Daniel hésita. J'ai trouvé un petit appartement à Des Moines. Les écoles y sont bonnes et c'est calme, mais la caution et le premier mois de loyer, c'est beaucoup. Je déteste demander. Tu n'as rien à expliquer, la coupé-jeu. Envoyez-moi les informations du compte, je transférerai l'argent aujourd'hui. Claire, je ne sais même pas comment te remercier. Ne le fais pas, dis-je doucement. Cette fois, j'aide quelqu'un qui le mérite vraiment, et je ne le fais pas par devoir. Je le fais parce que je crois que tu fais la bonne chose. Daniel resta silencieuse pendant un moment. Je pouvais sentir ses larmes à chaque respiration tremblante de la ligne. J'ai tout emballé. Les vêtements, les documents, les jouets des enfants, murmure-t-elle. Le camion arrive demain soir. Je ne l'ai dit à personne, pas même aux parents d'Eric. Je ne veux pas que quiconque essaie de m'arrêter. Tu n'es pas seul, la rassurai-je. Je suis là quand tu as besoin de moi. L'appel s'est terminé doucement, mais j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de tristesse, mais du soulagement. Après tant d'années alourdies par les faux-semblants et l'exploitation, quelqu'un a finalement choisi de sortir de ce cycle avec moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore sombre, la neige accrochée au cadre des fenêtres, projetant une lueur dorée provenant des lampadaires. J'ai préparé du café,
ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte bancaire. En quelques clics, l'argent a été envoyé. Ce n'était pas une somme énorme par rapport à ce que j'avais donné à Eric, mais cette fois, cela avait un vrai sens. Cet après-midi-là, Daniel m'a envoyé une photo. Ava et Mason sont assis sur une pile de cartons de déménagement, chacun tenant un jouet usé, souriant jusqu'aux oreilles. Sa légende était simple mais pleine d'espoir, au revoir la vieille maison. Bonjour la nouvelle vie. J'ai enregistré la photo dans un dossier intitulé de nouveau départ. C'était la première fois que j'utilisais ces mots et je ne me sentais pas creux. Ce soir-là, alors que je lisais, mon téléphone sonna à nouveau. Le numéro d'Eric. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, la voix rauque de fureur. Elle est partie. Vous êtes derrière tout ça, n'est-ce pas? Ne pensez pas que vous avez gagné. Je trouverai un moyen. Vous avez détruit ma famille. J'ai supprimé le message sans écouter davantage. Je n'avais aucune raison de garder sa voix. Aucune obligation d'entendre une autre excuse. Le lendemain matin, Daniel a appelé. Nous sommes arrivés en toute sécurité. Les enfants adorent ce nouvel endroit. Je viens de les inscrire à l'école locale. Et pour la première fois depuis toujours, j'ai dormi toute la nuit. J'ai souri. Cela ressemble à un nouveau départ. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, murmura-t-elle. Non, Daniel, dis-je. Tu t'es sauvé. J'ai juste donné un petit coup de pouce. Nous avons parlé encore quelques minutes, pour terminer par une promesse. Peu importe à quelle distance nous vivions, nous resterions en contact. Non pas à cause des liens familiaux, mais à cause du respect mutuel et d'une réelle confiance entre deux femmes qui ont appris à se valoriser. Je me suis assis tranquillement dans le salon, la lumière du soleil hivernal pénétrant à travers la fenêtre, réchauffant l'espace. J'ai pensé à Eric probablement seul dans cette maison vide, entouré uniquement des mensonges qu'il avait construits. Et j'ai pensé, peut-être juste peut-être, que le départ silencieux de Daniel était le signal d'alarme le plus bruyant qu'Eric ait jamais reçu. Le temps a passé plus vite que prévu. Quelques mois seulement après le départ de Daniel, j'ai commencé à recevoir régulièrement des messages d'elle. Fini les excuses silencieuses ou les mises à jour anxieuses. C'était maintenant des photos d'Ava dans son nouvel uniforme scolaire, de Mason tenant fièrement son prix de mathématiques, de Daniel dans une petite cuisine portant un tablier et souriant, un sourire que je n'avais jamais vu lorsqu'elle vivait avec Eric. Elle a trouvé un emploi dans une épicerie bio locale des horaires fixes, un patron gentil, rien de glamour mais stable. Elle m'a dit que chaque chèque de paie, aussi petit soit-il, lui donnait l'impression de récupérer une partie d'elle-même qu'elle avait perdue pendant le mariage. À l'époque, Daniel a envoyé un texto, je vivais au jour le jour en espérant qu'Eric n'exploserait pas. Maintenant, je me réveille chaque matin en sachant ce que je dois faire, et c'est à moi. J'ai lu ces paroles et mon cœur s'est calmé. Non pas parce que j'avais besoin de sa gratitude, mais parce que je savais que quelqu'un s'était retrouvé après avoir presque tout perdu. Quant à Eric, il était toujours Eric. Je n'ai pas cherché de nouvelles, mais des rumeurs ont couru. Il est retourné dans l'ancienne maison, a dit à ses voisins que Daniel avait été manipulé et a affirmé que j'avais déchiré sa famille. Un jour, ma mère m'a laissé un message vocal me reprochant de laisser mon frère vivre dans la solitude sans personne pour s'occuper de lui. J'en ai écouté la moitié, puis j'ai supprimé le reste parce que j'avais appris une vérité simple, le silence n'est pas une faiblesse. C'est la liberté. Je n'ai plus bronché en ouvrant mon portefeuille. Je n'ai plus attendu un appel de minuit. Je ne restais plus assis à frissonner sur le porche de quelqu'un d'autre à Noël juste pour me sentir à ma place. J'avais arrêté. Et en m'arrêtant, j'ai commencé à vivre. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale tous les vendredis après-midi, en parlant à des inconnus et en aidant les enfants à apprendre à lire. Ce sentiment m'a rappelé que je n'étais pas né uniquement pour porter des fardeaux. Je pourrais me présenter, donner et rester entier. Une fois par semaine, Daniel et moi appelions par vidéo. Pas de drame, pas de larmes, juste des échanges de recettes, des histoires d'Ava folle de légumes ou de Mason apprenant à épeler des mots plus longs. Un jour, Daniel a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Claire, avant, je pensais que je faisais simplement partie d'une famille brisée, mais maintenant je réalise que je peux en construire une nouvelle, à ma manière. Et tu en fais partie. J'ai souri, les yeux embués non pas de tristesse mais de quelque chose de chaleureux. Quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Et Eric ?
Il n'a cessé de sombrer dans une spirale négative, au chômage, poursuivant des projets imprudents. J'ai entendu dire qu'il avait déjà tenté de contracter un prêt à taux d'intérêt élevé pour saisir une opportunité à ne pas manquer. Quant à mes parents, ils évitaient toute conversation familiale chaque fois que je vérifiais leur état de santé. Je ne leur en voulais pas, mais je ne me laisserai pas entraîner à nouveau dans une obligation aveugle. J'apprends à accepter que tout le monde ne veut pas changer et que ce n'est plus mon fardeau à porter. Un après-midi d'avril, alors que j'arrosais des plantes sur mon porche, j'ai reçu une notification. Une nouvelle photo de Daniel. C'était un dessin d'Ava, une petite maison au toit rouge, 2 enfants jouant dans la cour et une femme debout près de la fenêtre, souriante, les cheveux doucement bouclés comme des nuages. En bas, Ava avait écrit « Nous sommes à la maison maintenant. Maman dit que tante Claire est notre rayon de soleil. » J'ai posé mon téléphone et me suis tenu tranquillement dans la lumière dorée. Mon cœur n'était plus lourd. Je ne suis plus enchaîné par des accusations ou en quête de mots que je n'entendrai jamais de la part de personnes à qui j'essayais si fort de m'accrocher. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je suis sûr d'une chose, je suis sorti de l'ombre. Et pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment vivante. L'histoire de Claire est la preuve que parfois la chose la plus courageuse n'est pas le pardon ou le sacrifice. C'est savoir quand s'arrêter. Après des années à avoir été exploitée au nom de sa famille, elle s'est récupérée en s'éloignant des liens toxiques et en choisissant d'aider la bonne personne. Ce chemin n'a pas été facile, mais il a conduit à une nouvelle vie, une vie où elle est respectée, valorisée et non plus seulement un portefeuille parlant. Parfois, la liberté commence par un seul mot puissant, assez. Que pensez-vous de la décision de Claire? Auriez-vous fait la même chose à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir des histoires réelles plus sincères sur la famille, la force et la seconde chance.